Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas Rafale au micro de Radio J et le docteur Serge Rafale, évidemment. Bonsoir Serge. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue pour votre émission médicale du mardi soir. Réfoy, 1 heure à passer ensemble, sans trop bouger. De 21h à 22h, on verra que pour notre invité, bouger est capital. En deuxième partie, on retrouvera nos chroniques expertes et médicales. On va bouger avec le professeur Eva Soto. On tentera de continuer de bouger avec le docteur Vladimir Mitz qui nous parlera de la main, de ses douleurs, du canal carpien, de l'arthrose du pouce et peut-être de l'algodystrophie. On en saura un petit peu plus tout à l'heure, puis ce sera la vie derrière soi, le portrait de la semaine, un certain James Parkinson. Puis ce sera la consultation de notre invité qui se retrouvera, une fois n'est pas coutume, à la place du patient. Mais on débute comme chaque semaine avec l'entretien que vous menez, docteur Serge Rafale. Vous recevez cette semaine Marc Michnowski, masseur, kinésithérapeute, physiothérapeute, ostéopathe impliqué de longue date dans le sport de très haut niveau auprès des équipes de France d'haltérophilie, d'athlétisme, de squash et du Racing Club de rugby pro pour son ouvrage « Soignez-vous en pratiquant le yoga » aux éditions Le Duc, que vous étiez venu d'ailleurs présenter dans Réfoy. Bonsoir, cher Marc. Bonsoir. Et vous allez parler ensemble avec Serge de mise ou remise en forme physique et par conséquent mentale bien nécessaire après ces 3 longues années de pandémie, notre premier été post-Covid. Docteur Serge Rafale, Marc Michnowski, eh bien, c'est à vous pour le grand entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Avec les beaux jours et après 3 années de pandémie et son total de 111 jours de confinement strict, 38 jours de confinement assoupli et ses 155 soirées de couvre-feu, le besoin de se dégourdir les jambes et de se mettre ou remettre en forme ou l'affiner se font fortement sentir. C'est d'autant plus indispensable que d'innombrables études et méta-analyses scientifiques pointent la sédentarité, nous le verrons avec Eva Soto, parmi les facteurs de risque de la santé, au même titre que les antécédents personnels et familiaux, la malbouffe, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, l'alcool, le tabac. Et pour vous aider au mieux à réussir cette mise en mouvement, j'ai le plaisir de recevoir un ami fidèle de notre rendez-vous santé, monsieur Marc Michnowski. Marc, bonsoir. Bonsoir Serge. Merci, heureux de vous recevoir à nouveau. Plaisir partagé. Nous allons profiter de votre expertise, de votre double casquette, un petit peu familier, mais bon, terme qui est justifié. Après avoir été un athlète de haut niveau, vous êtes à présent un professionnel de santé dont les conseils vont nous être tout à fait précieux pour établir un programme de mise ou de remise en forme, choisir l'activité physique, veiller à l'équilibre cardio-training-muscu et au travail proprement dit de musculation, surveiller attentivement la progression ou l'entretien. Vous nous livrerez bien sûr quelques conseils pour éviter les ennuis musculaires et tendineux inhérents à la pratique sportive. Et puisque vous êtes également un spécialiste du yoga, vous nous expliquerez en fin d'entretien comment vous l'intégrez dans votre offre de soins. Nous partons donc dans un programme en 3 parties. Et comme dit notre ami Cyrielle l'après-midi, le début, commençons par le début. Établir un programme de mise ou de remise en forme. Prendre un coach pour éviter un mauvais geste et guider la progression en optimisant les performances vous paraît justifié, indispensable, nécessaire ? En fait, il faut voir comme cela comme une éducation. Il faut s'éduquer, pas se rééduquer, peut-être se rééduquer pour certains, mais il faut s'éduquer à la pratique sportive. Puisque la problématique, on l'a vu pendant le confinement, avec cette fameuse heure où on pouvait sortir, beaucoup de gens sont mis à courir. Beaucoup de personnes se sont mis à faire du sport, soit des circuits training, des choses. Et on a eu pas mal de blessures parce que les gens, ils couraient tous les jours, en fait. Et en fait, courir tous les jours, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais couru. En fait, arriver à courir tous les jours, arriver à suivre un gros programme d'entraînement pour un marathon, à courir 3-4 fois par semaine, en fait, on peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, en fait, il faut adapter son corps, il faut proposer à son corps une éducation. Votre corps doit s'adapter, laisser le temps de cette adaptation, varier l'entraînement, varier les sollicitations pour éviter de se blesser, parce qu'en fait l'idée c'est de se faire du bien et c'est pas de se faire du mal. Et la problématique c'est
Si on fait n'importe quoi, on va forcément arriver à un problème de pathologie et on va se dire faire du sport, finalement ça me fait pas du bien, ça me fait du mal. Donc j'arrête et en fait on arrive à des choses qui sont parfois contre-productives. Donc l'idée c'est quand même que les gens, un coach normalement s'il est bien formé est capable de vous guider pour vous amener à un certain niveau. Et pour vous guider, il est important d'abord de définir ses objectifs. Tout à fait, définir ses objectifs et surtout savoir d'où on part, parce qu'en fait il faut faire un bilan de soi-même. Qu'est-ce qu'on a pratiqué comme sport dans sa vie? Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on aime surtout pas faire? Dans quel état de stress on est, dans quel état métabolique on est, puisque si on a 15 kilos de trop et qu'on n'arrive pas spécialement à perdre du poids parce qu'on a une maladie qui fait qu'en fait on stocke des graisses au lieu de les éliminer, il y a plein de choses à prendre en compte. Ça reste valable, Marc, courir pour maigrir ou maigrir pour courir? C'est une question d'entrée et de sortie. On peut très bien vouloir augmenter les sorties en utilisant la course à pied comme activité physique, mais il faut réguler les entrées, puisque si jamais vous ne régulez pas, vous n'allez pas perdre du poids, bien évidemment. Mais la course à pied reste une discipline relativement entière, relativement complète, qui vous permet quand même de mobiliser relativement bien les graisses et de pouvoir, au-delà d'une certaine intensité, d'un certain temps, pouvoir utiliser ces graisses stockées pour pouvoir s'en servir comme combustible pour le muscle. J'étais très impressionné par le marathon il y a quelques semaines. La semaine dernière. Il y a 3 semaines, avec 52 000 participants, ouais. 51 000 à l'arrivée. Ouais. Donc on arrive à des gens qui sont de plus en plus entraînés. Il faut savoir aussi que le marathon, c'est difficile d'avoir son dossard, et on ne prend pas un dossard généralement pour ne pas y participer, et surtout pour ne pas le terminer. Donc on a beaucoup de plus en plus de participants qui sont quand même relativement entraînés et qui viennent vraiment pour se challenger eux-mêmes en première intention et finissent. On dit les Français sédentaires, on s'aperçoit qu'il y a plus de 50 000 participants au marathon et que même les Ironman, qui sont vraiment des épreuves terribles avec 226 km là, au total, 3,5 km de natation, 180 vélos, plus un marathon derrière, et beaucoup qui réussissent. Ouais. Mais la majorité des Français sont sédentaires quand même, d'après les études. Alors, il y a des études qui sont... Oui, il y a beaucoup de Français qui sont des sédentaires. On a un mode de vie aussi. Le télétravail fait qu'on reste chez soi. Donc, en fait, il y a une étude très, très importante qui donne des bonnes informations. En fait, si vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner assis. Ensuite, vous allez à votre travail, vous prenez un transport, votre voiture, un transport en commun, vous êtes assis, vous arrivez pour les métiers du secteur tertiaire, vous restez assis 4 heures le matin. Vous allez déjeuner généralement assis, vous repartez 4 heures l'après-midi assis, vous reprenez votre transport et ensuite vous êtes chez vous le soir et vous regardez un film devant votre télévision assis. Premier conseil, donc d'intégrer l'activité physique de façon régulière dans son quotidien, puisqu'on ne peut pas avoir une activité physique pérenne sans avoir la notion de régularité. C'est important, on y reviendra après, mais la régularité, c'est ce qui est le plus important, puisque les problèmes liés à l'activité physique, c'est toujours sur du trop fort, trop souvent ou de façon trop importante. Donc en fait, il faut réussir à avoir une régularité pour pouvoir encore une fois adapter son organisme et ses tendons, ses muscles à pouvoir réagir aux sollicitations demandées et ne pas laisser le temps à ces structures qui sont nécessaires à l'activité physique de pouvoir s'adapter, de pouvoir devenir résistantes. Une bonne idée, l'activité physique au réveil, ou c'est trop tôt? On voit des gens qui se lèvent et qui immédiatement entament 30 minutes de gym. C'est une bonne idée ou il y a des horaires qui sont des horaires privilégiés? Tout dépend de l'intensité, mais en fait, c'est mieux que rien. On va dire, voilà. Si c'est le matin, c'est mieux que rien. Si c'est le soir, après avoir passé 8 heures assis, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment non plus. Donc en fait, il faut trouver son équilibre et pas faire la même activité forcément le matin au réveil, puisqu'on a besoin quand même d'un éveil musculaire, d'un éveil hormonal, donc il faut peut-être prendre plus de précautions le matin, mais comme il faut prendre des précautions, après être resté 8 heures assis devant son ordinateur, et on peut pas non plus remettre une machine statique en dynamique d'un
seul coup qui va, à ce moment-là, procurer certains problèmes. C'est important, l'échauffement dans le cadre de l'activité physique. Alors, vous allez nous expliquer comment on s'y met, comment on s'y remet. L'échauffement, c'est une étape essentielle. Oui, c'est une étape essentielle, surtout le matin au réveil et surtout le soir, après avoir passé 8 heures dans la journée. On avait fait des études dans le sport de haut niveau et ces études sont encore valables aujourd'hui. Le plus grand... Sur des sports à répétition, il faut pouvoir reproduire pendant une certaine période de temps une certaine performance. Et donc il faut récupérer. Et on s'était aperçu à cette époque-là que la récupération, l'échauffement était déjà un facteur de récupération. La personne qui s'échauffait correctement, qui faisait son 400 mètres, son 200 mètres, récupérait mieux et pouvait reproduire, s'il était qualifié pour le lendemain, reproduire de meilleure façon une performance. Là, vous parlez des sportifs que vous suiviez. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'était dans le cadre de votre préparation, mais habituellement, là, à Paris, on va faire du sport, on va jouer au tennis, on fait 3 balles et immédiatement et on en part. fait, c'est déjà un facteur. Donc en fait, vos tendons, vos muscles, vos structures ne sont pas sont mis, c'est du on-off en fait. Sans échauffement, on arrive sur une utilisation on-off et c'est ce qui a quasiment de pire. En fonction de son âge, bien évidemment. Alors, plus on avance dans l'âge et plus le temps de l'échauffement est important. Mais c'est primordial, c'est primordial pour déjà éviter les problèmes et puis déjà récupérer pour la prochaine fois. Comment on fait pour la remise en forme, pour l'équilibre cardio, pneumo, training ? Il faut y aller très, très, très progressivement. Alors, bien évidemment, vous vous occupez surtout de sportifs de haut niveau, mais plus que voilà. Mais quelqu'un qui veut s'y remettre là, après la période qu'on a vécue, il faut y aller vraiment très, très progressivement. Il faut y aller progressivement. Et puis, mais c'est quoi progressivement ? Eh ben, par exemple, si vous voulez vous mettre à courir, par exemple, et vous ne pouvez pas prendre vos chaussures en condition qu'ils soient de bonne qualité déjà, que vous ayez un matériel correct. Parce que ça fait, pour 15 km. Et partir pour 15 km du jour au lendemain. En fait, il faut commencer par... Il faut, encore une fois, savoir d'où on part, qu'est-ce qu'on a fait avant, est-ce qu'on sait courir, est-ce qu'on ne sait pas courir. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de commencer sur des périodes de je cours 2 minutes, je marche rapidement 1 minute. Je cours 2 minutes, je marche rapidement 1 minute, et ainsi de suite. Faire une demi-heure comme ça la première fois et puis on laisse de nuit. Moi j'aime bien laisser de nuit parce que de nuit c'est le temps nécessaire pour que les micro-lésions que vous allez créer aussi bien sur vos muscles et vos tendons puissent se réparer pendant ces 2 nuits. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire le lendemain, mais faire quelque chose qui vous sollicite différemment, qui sollicite d'autres parties de votre corps. Peut-être faire un circuit de renforcement musculaire, mais pas courir tous les jours. Si vous courez tous les jours, vous allez forcément arriver à faire quelque chose votre corps va avoir du mal à s'adapter. Donc en fait, il faut à la fois commencer progressivement, pas sur des temps très très importants, mais en alternant. Donc courir, marcher, c'est très bien. Et puis petit à petit, on augmente la période de course si on diminue les périodes de marche. Une activité régulière, parce que beaucoup font du sport finalement uniquement le week-end. Ouais, c'est ça. Donc c'est difficile. C'est encore pire, ça. C'est pas que c'est encore pire, c'est qu'en fait, ils optimisent le week-end. Si on a un week-end de 3 jours, ils vont faire 3 jours et puis après, ils vont rien faire pendant 6 jours. Alors c'est mieux que rien, mais tout dépend de ce que vous faites pendant ces 3 jours. Si vous courez 3 jours de suite et longtemps, vous avez de fortes chances d'arriver à une problématique de blessures, notamment tendineuses ou musculaires. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut faire du fond avant de courir à fond ? Oui, c'est un peu ça. Et puis on n'est pas obligé de courir tous les jours. Vous pouvez très bien courir un jour, faire du vélo le lendemain ou aller nager, et puis tourner sur ces 3 activités. Voilà, sur des activités, on parle souvent de l'activité d'endurance, l'activité de résistance. Vous pouvez nous dire un mot ? Alors, en fait, vous avez un cœur, un système cardiovasculaire et vos muscles qui ont besoin d'être alimentés. Le cœur va alimenter vos muscles en sang. Vos tendons aussi ont besoin d'alimenter, mais même s'ils sont moins pourvus en vaisseau. Il va falloir que votre pompe cardiaque, vous alliez la faire... l'entraîner aussi, puisque le cœur s'entraîne. Et en fait, il va falloir au début que votre cœur puisse être capable de travailler longtemps à des intensités pas forcément très importantes. Et puis, une fois qu'on a réussi à faire ce travail de fond, et qui est valable aussi pour vos tendons et vos muscles, il va falloir habituer votre cœur à augmenter de plus en plus brutalement sa cadence, ou de plus de force d'éjection. Et vos muscles vont aussi provoquer plus de tension. Et donc, en fait, il va falloir travailler une bonne période pour se faire une espèce de fond, voilà, un bon fond. Et puis après, assez rapidement,
pouvoir faire des alternances de sollicitation pour votre cœur, pour vos muscles et pour vos tendons. Donc en fait, faut surveiller sa fréquence cardiaque, d'autant plus qu'on avance en âge ou... Oui, et puis il faut avoir un suivi. Moi, à partir suivi médical, on n'en a pas parlé. Une visite médicale pour quelqu'un qui reprend l'activité sportive. Pour quelqu'un qui reprend l'activité sportive, qui n'a pas fait grand-chose, en fonction plus de ses antécédents, des facteurs de risque. Si c'est un fumeur, s'il y a des problèmes cardiaques dans sa famille, quand même bien de faire une épreuve d'effort, d'aller voir un cardiologue, d'aller lui dire « Bonjour monsieur, j'ai pas de problème cardiaque, mais voilà, j'aimerais m'y remettre, ça fait longtemps que j'ai rien fait, j'ai une vie assez sédentaire, je suis stressé, je fume ou je ne fume pas, j'ai du cholestérol, j'ai pas de cholestérol, est-ce que vous pouvez me faire un bilan et puis dans quelles conditions ?» Parce qu'en fait, les cardiologues savent très bien aussi faire des petits programmes de remise en forme, parce que voilà, c'est aussi leur travail. On dit qu'avec l'âge, la fréquence cardiaque ne doit pas dépasser 220 moins l'âge. 220 moins l'âge, oui. C'est une norme qu'on utilise toujours. Il y a quand même, en fonction des gens entraînés ou pas, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus. Mais en fait, après, c'est un niveau d'entraînement. Est-ce que vos muscles, est-ce que vous avez la capacité hormonale, est-ce que vous avez la capacité nerveuse pour pouvoir produire un effort musculaire? Est-ce que vous avez les muscles aussi, le volume musculaire ou la qualité musculaire qui va vous permettre d'avoir une intensité de contraction qui va vous faire monter votre cœur jusqu'à cette fameuse de 120 moins l'âge qui arrive. Voilà, donc c'est encore quelque chose qu'on peut suivre, mais il faut rester. Et justement, le bilan cardiaque va vous donner votre fréquence cardiaque théorique et votre fréquence cardiaque maximum réelle qui sera confrontée. Et vous saurez si vous êtes dans le 220 moins l'âge ou dans le 220 moins l'âge plus 10 ans, ou au contraire, vous avez 220 moins l'âge, mais vous pouvez monter en fréquence cardiaque à 10 ou 15 pulsations de plus parce que votre cœur est en forme et bien entraîné, ou pas du tout, et il faut faire attention justement. Vous insistez à juste titre sur le cœur et le bloc cœur-poumon, mais finalement les accidents chez les sportifs sont surtout musculaires. Oui, c'est surtout musculaire, puisque en fait, encore une fois, encore le muscle, on arrive à le sentir venir. Le pire est le tendon. La problématique, c'est la tendinopathie, puisque un tendon, à la différence d'un muscle, un tendon est très très mal innervé. En fait, vous faites mal, vous faites des micro-lésions tendineuses, vous ne vous en apercevez pas en fait. Ou alors, si vous en apercevez, c'est que là, vous êtes déjà un petit peu au-delà de la micro-lésion. Vous êtes déjà dans la lésion qui va vous embêter un petit peu. C'est pour ça que vous pouvez dire un mot sur les lésions musculaires. Alors, il y a les contractures, les claquages, les élongations, les déchirures. En fait, c'est simple. Vous prenez un espèce de vous imaginez un tissu ou même au-delà, vous prenez un morceau d'une viande quelconque, vous allez la mettre en tension et en fait les fibres elles vont devoir se déformer et ces fibres ont un seuil de résistance. Une élongation, c'est quelques fibres qui ont été étirées. Une élongation, quelques fibres ont été étirées. Et là, il faut arrêter son activité sportive. Il faut arrêter parce qu'en fait c'est pas la peine de vouloir continuer, vous risquez simplement d'aggraver cette lésion qui est mineure et vous la passer au stade supérieur qui est une réelle lésion d'un ensemble de beaucoup de fibres qui vont mettre plus de temps à cicatriser. Sauf que le tendon, le tendon, c'est une courroie, en fait. Le tendon est très peu élastique. Il est juste là pour transmettre aux os la force de la contraction musculaire. Donc, on n'étire pas un tendon comme on veut. Un tendon, ça casse au-delà de 8% de son étirement. Et au-delà de 8%, on est dans la lésion tendineuse. Et en fait, vous faites des micro-lésions tendineuses qui doivent récupérer, et tout, c'est de nuit, parce que c'est de nuit, à mon avis, et c'est vérifié dans la littérature scientifique. Le sentiment qu'on a, c'est qu'une lésion tendineuse, ça dure plus que 48 heures. Voilà. Mais la micro-lésion que vous allez créer en pratiquant votre activité, et qui est même une bonne micro-lésion, puisque ça va permettre à votre tendon de grossir, de devenir plus fort et de pouvoir supporter plus après. Et vous faites demain, moi je ne cours plus depuis un certain temps, si demain matin je vais faire 15 km, au réveil le lendemain, je vais avoir un dérouillage matinal avec des tendons qui vont commencer à être un peu rigides et puis à limite me faire souffrir. Ça va durer quelques minutes. Et puis, mais c'est déjà un signal de cicatrisation. Et si vous n'écoutez pas ces signaux de cicatrisation, et surtout le matin au réveil, puisque c'est là que vous allez les sentir, eh ben vous allez vous réchauffer, ça va bien se passer, vous remettez une deuxième couche à vos tendons qui, au final, vont arriver avec une petite fissure, une micro-fissure. Vous allez vous réveiller le matin. Vous n'allez même plus mettre 3 minutes pour vous dérouiller, et ça va durer une demi-heure, et puis vous allez avoir mal en pratiquant l'activité, et vous êtes dans la tendinopathie, et cette tendinopathie, vous allez vous la trimballer pendant
quelques mois avant que votre tendon cicatrise correctement, si tant est qu'il cicatrise. On a parlé tout à l'heure de l'échauffement, l'importance des étirements. Ça prévient ces problèmes de tendons ou ça arrive trop tard? Alors non, l'étirement, aujourd'hui, on a changé notre fusil d'épaule. Avant, il fallait faire absolument des étirements tout le temps. Après une activité physique, on disait, ouais, j'ai des courbatures le lendemain, c'est de ta faute, tu t'es pas étiré. En fait, non, ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, l'activité physique est déjà un hyper étirement de la structure musculaire ou tendineuse. Donc en fait, si vous faites une activité physique, alors ok, si vous faites un footing très lent, vous n'allez pas créer d'étirements majeurs, mais vous allez quand même créer des étirements sur vos structures. Si vous faites une activité un peu plus intense, vous allez créer cette fois-ci des étirements, et juste après, vous allez rajouter des étirements, ce qui est quand même pas du tout logique, puisqu'en fait, votre muscle et votre tendon, il a surtout envie d'être tranquille à ce moment-là. Donc en fait, l'idée, c'est quand même de laisser un petit peu passer du temps, le lendemain ou le surlendemain, en fonction de l'intensité de votre activité, et là, d'essayer de remettre un peu d'allongement sur ces structures qui vont se raccourcir en fonction de votre activité. Si vous faites toujours la même activité, là, Serge, si vous restez assis toute la journée, vos muscles en avant des hanches vont se raccourcir. Et vous allez vouloir faire des grands pas, marcher avec des grands pas, donc vous avez besoin d'allonger ces muscles-là. Mais ces muscles-là, s'ils sont raccourcis, ils vont pas vouloir s'allonger. Donc en fait, ils vont se contracter en défense. Et l'excès de tension, c'est ce qui va mener à la lésion un jour ou l'autre. Donc il faut avoir une certaine souplesse articulaire, en plus d'une certaine force. Mais la souplesse, ça va pas s'acquérir le lendemain d'un effort. La souplesse, ça doit s'acquérir avec du temps. Ça doit s'acquérir de façon régulière. Et on peut pas juste faire une séance d'étirement de 20 minutes une fois tous les 3 semaines pour pouvoir gagner de l'allongement de notre système musculo-tendineux. Donc en fait, c'est quelque chose de régulier en fait. Comment on prévient le mal de dos? Vous parliez là d'une activité de quelques heures devant un ordinateur, il faut se lever toutes les 10 minutes, il faut faire quelques exercices. On était resté sur les ergothérapeutes ou les gens qui faisaient de l'ergonomie au travail. On arrivait avec un système d'ingénierie, on mesurait la hauteur de vos yeux, on regardait si vous étiez assez près. Le plan de travail. Voilà, le plan de travail. Et en fait, on s'est aperçu que oui, ça participait à réduire les troubles musculo-squelettiques de l'activité professionnelle ou d'être assis régulièrement. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que la bonne posture, elle est très difficile à avoir, elle est très difficile à garder activement, puisque vous pouvez pas rester redressé comme ça pendant très longtemps. Oui, on va le faire 5 minutes. On va le faire 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est mieux que rien. Par contre, l'idée, c'est quand même de changer de posture le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Moi, je conseille à mes patients de se lever, téléphone portable, on n'est plus accroché à un fil. Si vous avez un appel à passer, de le passer debout. De le passer debout. D'avoir 2 endroits différents, peut-être un endroit un peu surélevé avec un ordinateur portable et puis un endroit assis. D'avoir des plans de travail différents. Enfin, tous ces genres de choses. Et puis, dès l'instant qu'on peut bouger et s'hydrater, faire quelque chose, le faire, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui la clé. La lombalgie est difficilement évitable puisque nos structures vertébrales vont forcément s'user dans le temps. La lombalgie, c'est pas grave. Voilà, c'est quelque chose qui est pas grave. Même l'hernie discale, on a tous une hernie discale, on le sait pas. La majorité d'entre nous, on fait des IRM à un échantillon de population, on va se retrouver avec qui sont asymptomatiques. Donc en fait, faut arrêter de mettre ça dans un facteur de oh là là, j'ai une hernie discale, mais c'est monstrueux, je vais très mal finir ma vie. Non, c'est pas comme ça. En fait, voilà, il faut prendre les choses en main, il faut s'éduquer et il faut se forcer, quitte à se mettre une alarme, à se lever tous les quarts d'heure, 20 minutes, je sais pas. Enfin, voilà, tout dépend de la personne qu'on est. Bouger, mais en faisant attention. Alors, 3e partie de notre entretien. Alors, vous avez introduit le yoga dans vos activités, personnellement. Mais vous le proposez là maintenant aux patients. On voit, nous, de l'ostéogym, on voit le yoga, c'est pour forcer les patients à travailler chez eux? C'est pour amener quelque chose qui est ancestral, à remettre quelque chose d'ancestral au goût du jour. Initialement, le yoga a été utilisé par... une pratique spirituelle. C'était une pratique spirituelle, mais c'était aussi une pratique qui permettait aux gens qui dirigeaient l'Inde de maintenir dans un état physique les gens qui travaillaient. Donc en fait, le yoga, c'était 1, pour calmer les esprits, 2, pour être en bonne santé, et 3, pour être fort, pour pouvoir travailler. Et puis en plus, on leur proposait
que s'il réunissait les 3 conditions grâce au yoga, puisqu'on a un yoga spirituel, on a un yoga de la respiration, on a un yoga de la force physique, et que c'est une méthode à la fois préventive, curative. Absolument. Et puis on leur proposait, si vous êtes un bon adepte du yoga, le jour du jugement dernier, quand vous irez devant le Tout-Puissant, si vous avez bien respecté tout ça, vous aurez une bonne réincarnation ou une mauvaise. Mais c'est pas pour ça que vous l'avez introduit dans votre activité, dans votre palette de soins. L'idée, c'est de se dire, voilà, il y a du yoga, on peut avoir dans le yoga, puisque aujourd'hui on utilise, nous en rééducation, des exercices musculaires, on fait faire des squats, on fait faire des fentes aux gens. Dans toute l'activité physique de musculation, on fait faire énormément de choses qui initialement proviennent des postures de yoga. Et en fait, quand vous regardez les séquences de redressement d'un enfant va commencer à se mettre sur le ventre, puis va se redresser en prenant appui sur ses mains, puis va commencer à mettre une jambe, puis va se mettre à genoux. Et en fait, le yoga n'est ni plus ni moins qu'une adaptation des séquences de redressement d'un enfant. Et en fait, ça nous permet de faire un renforcement musculaire, d'assouplir les articulations et de pouvoir d'utiliser tout simplement la nature et de lutter contre la gravité. Je fais une toute petite diversion, parce que là vous parlez des mouvements, et autrefois on faisait les abdominaux en mettant les pieds sous l'armoire. Voilà. Ça c'est complètement abandonné. Oui, ça c'est abandonné. Et on voit maintenant uniquement les techniques de gainage. On a beaucoup travaillé, parce qu'en fait la technique de gainage aujourd'hui c'est ce qui est le plus fonctionnel. Ça permet de se tenir le tronc, de se tenir droit, d'éviter de s'affaisser pour lutter contre la pesanteur. Les techniques dynamiques aujourd'hui d'abdominaux sont quand même réservées à des sports particuliers où on a besoin d'une grande flexion du tronc. Donc un tennisman a besoin d'avoir de la force au niveau de ses abdominaux. Donc en fait, la pratique sportive, en dehors de la pratique esthétique, où vous avez envie d'avoir des beaux abdominaux, mais en fait, en dehors de ça, les coachs sportifs ont bien évolué, le renforcement musculaire a bien évolué, c'est beaucoup scientifisé aussi, et on arrive à avoir des pratiques qui sont différentes. Et oui, beaucoup de gainage, et dans le yoga, il y a énormément de postures de gainage. Donc en fait, le yoga était quelque chose de... Les meilleures indications du yoga, vous l'introduisez, vous le proposez à tous vos patients? Ouais, en fait, il y a une telle variété dans la pratique du yoga, il y a une telle variété de postures. J'ai une de mes patientes qui a 2 prothèses de genoux. Elle a 63 ans parce qu'elle a une maladie inflammatoire chronique. Elle ne faisait plus de sport et elle a repris le yoga et ça se passe très bien. Il faut juste que ce soit adapté et pas faire n'importe quoi, encore une fois, parce que en fait, aujourd'hui, le yoga, c'est tellement démocratisé qu'on a vu arriver 90 types différents de yoga, et jusqu'aux types les plus stupides, avec des noms qui vont avec. Mais en fait, on arrive, Marc, au terme de notre entretien. On pourrait dire finalement que la conclusion, bouger, c'est la vie. Et dans certaines études, on se rend compte que c'est même 3 années d'espérance de vie en plus. Ouais, il y a une étude qui est très importante qui a été faite. En fait, faire 1 heure de sport par jour vous donne un bonus qu'on peut qualifier de 100. Et que chaque heure passée assise ôte de 8 à 10 points. Donc en fait, si vous courez 1 heure, vous allez vous donner un bénéfice de 100, et si vous restez assis 8 heures, et de votre bénéfice de 100 points que vous avez acquis en courant, il vous en reste 20. Donc imaginez si vous faites rien et que vous restez assis, vous êtes en négatif en permanence, et donc de ce fait, votre espérance de vie va forcément diminuer. Marc, je vous remercie beaucoup. Nicolas, je vous donne rendez-vous. On part après le magazine faire une heure du tour de radio. Mais vous, docteur Serge Rafal, ça va? Vous n'avez pas connu d'élongation là, pendant cet entretien? Non, vous n'êtes pas claqué? Non, je suis en position assise, je n'ai pas pu me lever, mais j'écouterai les conseils de Marc. Alors, Marc, je vous remercie beaucoup. La question que quand même tous les auditeurs se posent, c'est est-ce que vous allez faire le marathon l'année prochaine, finalement, docteur Serge Rafal? Oui ou non? Non, j'ai eu quelques idées en apercevant, je crois, Charlie, de 93 ans, qui a terminé le marathon en 7 heures et quelques. Mais si vous pourriez, Serge, vous pourriez. Bon, on va en parler, on va essayer de motiver le docteur Serge Rafal. On se retrouve juste après une petite virgule publicitaire, et puis on continuera de parler de votre ouvrage. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Réfoua le mag, les mardis de 21h à 22h. On est toujours sur Radio J. J'espère que vous êtes avec nous ce soir, Marc Michnowski pour son livre « Soignez-vous en pratiquant le yoga ». Alors qu'Eva Soto est entrée dans le studio en disant « Moi, je ne fais jamais de yoga ». Et ben, c'est le monsieur qui a écrit un livre sur le yoga, chère Eva Soto, paru chez Leduc Édition. Nos experts nous ont rejoints dans le studio. Marc Michnowski, quelques petites questions encore, parce qu'on parlait du marathon du docteur Serge Rafal. Peut-être l'année prochaine, il fera partie des 52 000, on verra. Combien de temps il faut, effectivement, on a vu là ce nonagénaire, 93 ans, Charlie Bancarel. J'ai ouï dire qu'il avait démarré l'activité sportive passé 50 ans. Ouais, c'est possible. Ouais, et combien de temps il faut pour se préparer quand on a 93 ans et qu'on termine en 7h22 le marathon de Paris? C'est une très très belle performance. Incroyable. Ouais. Et alors, en fait, tout dépend d'où vous partez. Si vous partez d'une bonne base physique, de ce qu'on vous a transmis d'un point de vue génétique, parce qu'on n'est pas tous égaux devant l'aptitude physique, il faut se construire en fait. Donc vous pouvez vous construire en 3 mois, mais vous pouvez vous construire aussi en 6 mois ou en 9 mois. Et quelqu'un qui a vraiment pas l'habitude de courir et qui veut faire un marathon, eh ben en 9 mois, on peut y arriver. Après, on verra bien. Voilà, mais il faut suivre un programme régulier et pas se tromper dans le programme. Et surtout, adapter ce programme. Parce que, en fait, combien de patients arrivent, ouais, j'ai acheté un programme sur Internet de 3 mois où il faut faire tous les jours quelque chose, machin. Et je peux pas, j'ai pas pu hier, j'ai pas pu. Donc, je vais faire 2 fois plus la fois prochaine pour respecter le programme. En fait, le programme, il est fait pour être changé. Il faut que les gens comprennent qu'il faut adapter ce programme à ses sensations. L'idée, c'est d'arriver le jour du marathon en bonne santé. Si vous n'arrivez pas en bonne santé le jour du marathon, votre marathon, il va pas bien se passer, et 2, vous avez des chances de pas le finir. Donc, en fait, peu importe, il faut savoir d'où vous partez, là où vous voulez arriver, pas avoir des objectifs de chronomètre pour le premier marathon, et peu importe l'âge. Alors, bien évidemment, si vous avez une énorme arthrose du genou, avec plus de cartilage non plus au niveau de la hanche, ça va être compliqué. Mais si vous êtes en bon état, eh ben on peut y aller. On peut courir derrière les Éthiopiens et ça va être compliqué parce qu'on n'a pas la même génétique non plus. Donc, ouais. Voilà. Vous avez parlé effectivement des abdominaux, le gainage. Voilà, ça prend combien de temps pour avoir le chocolat 75% des tablettes de Cristiano Ronaldo? Il en a 8, je crois, j'ai compté. Ouais, combien de temps ça met pour arriver à ça? Alors, il va falloir. Moi, actuellement, j'en ai 1,5. J'ai regardé ce matin, j'en ai 1,5, un peu en poudre, mais. Ouais. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il va falloir les abdominaux que vous voyez sur ces tablettes sont la partie superficielle des abdominaux. C'est de l'intelligence artificielle, qu'on appelle les grands droits. Donc en fait, il va falloir déjà enlever ce qu'il y a entre la surface et les grands droits. Et généralement, les hommes, plus que les femmes, on a tendance à bien stocker au niveau abdominal. Donc en fait, pour que ça se voit, il faut déjà éliminer quelques couches. Donc en fait, si vous enlevez une couche de graisse, vous allez déjà avoir vos propres abdominaux sans en faire de façon monstrueuse. Donc en fait, c'est très difficile de répondre à cette question. Et il y a des gens qui vont pas métaboliser suffisamment les graisses pour pouvoir perdre et sécher, comme on dit, sécher au niveau de l'abdomen pour qu'on voit leurs abdominaux. Donc en fait, c'est très difficile même à faire énormément d'abdominaux. Il va falloir d'abord déstocker. Et donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Vous restez, Nicolas, avec le chocolat en poudre. C'est bon, j'adore. Alors vous avez parlé également tout à l'heure dans l'entretien, effectivement, des journées qu'on passe assis devant un ordinateur. C'est le cas d'Eva. Combien? 7-8 heures d'ordinateur par jour. Ouais. Hein, ouais. Avec les yeux devant l'ordinateur et toujours pas de lunettes. Et toujours pas de lunettes. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour quand on passe pas mal de temps devant l'ordi? Donc vous avez dit, il faut se lever assez régulièrement et peut-être même le conseiller pas que pour les sportifs, pour les personnes qui vont chaque jour travailler. On entend parler des troubles musculo-squelettiques. Dès qu'on fait des sports des activités un peu physiques, des travaux un peu physiques, vous conseillez aussi l'échauffement pour les non-sportifs de la vie. Oui, il faut éviter en fait, le on-off, ce qui est de pire pour le système musculo-squelettique de notre corps. Et en fait, vous pouvez pas, même, moi, je suis toujours impressionné de voir des déménageurs. Alors aujourd'hui, ils ont beaucoup d'outils et beaucoup d'outils de levage. Mais en fait, à mon avis, ces gens-là, ils commencent pas par prendre l'armoire en première intention. Ils vont commencer par un petit carton et par un plus gros et ainsi de suite. Donc,
en fait, l'idée, c'est d'augmenter progressivement l'intensité de votre activité. Et donc, en fait, il faut avoir un dérouillage articulaire le matin. Il faut avoir une activité qui vous sollicite votre système progressivement. Et puis, après, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Voilà. Comme Michel Blanc dans J'habite chez une copine, Nicolas. Ah oui, quand il faisait la fameuse scène du déménagement. Oui, elle est bien. Ouais, avec le piano, là. Ouais. Pourquoi vous me regardez, Serge Rafal ? Non. Merci, je rappelle le titre de votre ouvrage que je n'avais pas présenté à la pause et c'est bien dommage. Soignez-vous en pratiquant le yoga aux éditions Le Duc. Marc Michnowski est avec nous, vous restez avec nous puisque voici venue la chronique d'une immense sportive, le professeur Eva Soto. Réfois, Eva Soto. Radio J. Alors chère Eva, on est à 2 mois et demi de l'été là. Où est-ce qu'on en est de ce summer body que vous travaillez quotidiennement ? La question se pose parce que on est en avril et au moment de monter sur la balance, ça peut faire mal. Plus encore quand on a, je crois, vous avez un rencard dans 3 jours. Et oui, c'est ça va, je suis large. J'ai 6 kilos à perdre en 3 jours. Donc si je cours 4 heures par jour, en ne mangeant que des glaçons pour aller avec, je pense que c'est jouable. Mais il paraît que c'est pas super bon pour la santé. On l'a vu, non ? Alors il paraît que l'idéal, et ça c'est vraiment pas mon fort, c'est la régularité. Ouais. La BBC nous apprend que le temps minimum à accorder à l'exercice physique, c'est, tenez-vous bien, 150 minutes par semaine, 2h30. Alors, c'est vrai, si vous venez d'avoir un coup de foudre et qu'il est réciproque et que vous vivez dans la même ville et que vous avez du temps à consacrer à ça, la bagatelle, comme disait ma grand-mère, vous y arriverez facilement à vos 2h30. Mais pour les autres, on avait l'appli qui compte les pas. La dernière fois que je suis arrivée à un niveau admissible, donc pour perdre 6 kilos avant mon rencard de dans 3 jours, c'était en voyage à Vienne. Je sais pas si c'est l'Allemand qui m'a fait courir comme ça, mais quand j'allais voir sur mon téléphone, tout n'était que bravo, époustouflant, vous avez fait 350 millions de pas. Bon, c'était un peu moins, mais en tout cas, des pays où on parle l'allemand et où ça nous donne envie de courir, on n'y va pas tout le temps. Si je t'écris ce soir de Vienne, vous avez mangé des Mozartklugen, encore tel que je vous connais. Vous essayez de noyer le poisson, Eva, vous en étiez à devoir perdre 6 kilos en 3 jours avant votre prochain rencard. Vous voulez perdre un os ? Mais quelle excellente relance, Nicolas. Oui, que vous avez écrite. Ah, mais non, pas du tout. C'est parce que vous me trouvez extrêmement mince. Bref, j'en reviens à la BBC, donc, qui nous parle de la façon de perdre du poids. Alors, un journaliste a porté un tracker d'activité. En fait, c'est pour voir comment ça se passe la semaine d'un journaliste. Bon, je vous le confirme, c'est bien un journaliste. Résultat en sport, nul et renul. Il n'a réussi qu'1 minute d'exercice intense par jour, sûrement pour courir après son bus ou son métro, et 16 minutes de modéré par semaine, donc vraiment c'est pas assez. Bon, il n'y a plus qu'à, Eva. Et plus qu'à quoi, Nicolas ? J'ai peur de vous voir venir avec vos gros sabots, genre, il y a qu'à s'inscrire à la salle de sport. Voilà, inscrivez-vous dans une salle de sport. Ah, au fait, Nicolas, vous vexez pas, mais vous avez pas un peu pris, vous, au niveau du ventre ? Non, ça va, oui. Voilà, bien fait. Non, parce que la salle de sport, c'est moisi comme plan. Figurez-vous que Psychology Today a étudié le dossier et que les conceptions de l'exercice varient d'une personne à l'autre. Bon, par exemple, la salle de sport, pour les gens responsables, ça fonctionne. Ceux pour qui les mots comme s'engager aident à être plus déterminés. Ils sont polis chez Psychology Today, parce que moi j'aurais plutôt dit que les gros radins, une fois qu'ils ont payé l'abonnement à la salle de sport qui coûte un bras, ils en veulent pour leur argent. Les autres, comme moi, une fois qu'ils ont payé pour quelque chose qu'ils estiment surtout fatigant et contraignant, c'est bon, avec ce que ça coûte. Ils payent déjà assez cher comme ça, sans avoir en plus à se tuer à la tâche. Les vrais savent. D'un côté, ceux qui trouvent que le sport c'est sympa et d'autres qui trouvent que non. Il y a des choses que tout l'argent du monde n'achète pas. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on avait besoin de Psychology Today pour nous expliquer ça ? Pas vraiment, mais ça a quand même un avantage. Le côté psy, ça déculpabilise vachement ceux qui, comme moi, ont payé un abonnement au club de sport et qui n'y vont jamais. Et pour vos 6 kilos à perdre, alors pour votre encart de dans 3 jours, vous allez faire comment ? Alors, je vous dis, je suis large parce que en fait, je vais aller me faire un soin du visage. Donc, comme ça, on ne verra que mon visage.
je vais aller chez le coiffeur. Et voilà, après, le temps qui se passe vraiment quelque chose, l'amour, ça coupe l'appétit, on en sera déjà à 3-4 encarts. Entre-temps, j'aurais rien mangé, donc c'est bon. Mais pas tous les appétits, enfin c'est ce qu'on dit. Merci Eva pour cette chronique. Je vois que l'effort physique, elle est encore, Marc, en marge de progression là. C'est pas gagné comme on dit. Ouais, mais Marc, attention, parce que Marc, il écrit des bouquins soignez-vous en pratiquant le yoga, mais il se ronge les ongles. Ah oui, on peut pas tout faire. On peut pas être parfait. Merci Eva Soto. On se retrouve la semaine prochaine pour une chronique différente et on passe sans transition, à l'instant bistouri, le coup de scalpel avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Avec vous, bonjour cher Vladimir, docteur Vladimir Mitz, chirurgien esthétique. Vous nous parlez cette semaine de la main et de ses douleurs. Vous dites, il y a 3 principales causes. On démarre avec ce qui n'est pas le moindre inconvénient d'entre eux, le syndrome du canal carpien, très invalidant. C'est comme un tunnel sur la face antérieure du poignet. Quels sont les signes ? La nuit, tout le monde dort, le mari est tranquille, il a travaillé toute la journée, et il entend du bruit à côté de lui, sa femme se réveille, commence à agiter les mains. Je dis, mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça fait 2 mois que c'est comme ça, tu me gênes pour dormir. Pourquoi tu balances tes mains ? Et donc la femme lui dit, écoute, je sens des fourmis dans les doigts, ça ne va pas du tout, j'ai mal, je suis obligé de lever les mains, je suis obligé de me lever, de me passer les mains sous l'eau froide. Et tous ces petits signes que beaucoup de patientes, et beaucoup de patients d'ailleurs, parce que c'est plus rare chez l'homme, le syndrome du canal carpien, mais c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et cela est dû à une compression d'un nerf qui passe au niveau de la main, au niveau du poignet, parce qu'à cet endroit-là, le nerf, il est entouré d'une gaine, et cette gaine, juste au-dessus, il y a un pont fibreux qu'on appelle le ligament annulaire du carpe, qui maintient tous les éléments plaqués, ce qui fait que quand on plie la main, les éléments ne font pas la corde de l'arc. Et avec l'âge, et avec les efforts, il se passe que il y a, pendant la nuit, un gonflement à l'intérieur de ce tunnel. Les tendons sont entourés d'une gaine synoviale dans laquelle il y a des liquides. Comme on ne bouge pas les mains pendant la nuit, il y a un gonflement et le nerf, c'est la femme enceinte dans le métro, c'est le premier à souffrir. Il crie. Et la douleur du nerf, c'est entraînant ça agite. Et donc les patients sont obligés de bouger les mains. Et puis, en dehors de cela, il y a d'autres petits signes. Ils perdent un peu la sensibilité du pouce, de l'index, du médius. Et puis, dans les cas plus graves, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un nerf qui est dans ce nerf médian lui-même, qui est fait de fascicules, et qui va à un muscle très important du pouce qu'on appelle l'opposant. C'est ce muscle qui permet de saisir les objets, le pouce se mettant en face des autres doigts. Donc tout cela sont des symptômes qui sont assez banaux, qui vont aller en s'aggravant. Et donc, il est important de consulter un médecin qui va faire le diagnostic en général, et puis aussi un électromyogramme, qui est un examen un peu plus complexe. On étudie la vitesse à laquelle l'électricité passe dans les nerfs, c'est un peu désagréable, mais cela permet vraiment de savoir où est-ce que ce nerf est comprimé. Le plus souvent, c'est au poignet, mais il peut être comprimé au coude, il peut être comprimé aussi au niveau de la sortie et de la moelle dans le rachis cervical. Et quand on a fait le diagnostic, il faut faire le traitement. Alors, quel est-il, justement, le traitement ? Il y a 2 traitements. Moi, personnellement, je suis très, très favorable à des traitements au départ en faisant des infiltrations de cortisone d'une façon très, très précise. Pourquoi ? Parce que cela permet de limiter l'inflammation et s'il n'y a pas d'atteinte nerveuse du muscle opposant, cela peut suffire à guérir pendant un certain temps toutes ces douleurs qui sont insupportables. L'infiltration, en 4-5 jours, elle en vient à bout et les gens sont tranquilles pendant plusieurs mois. Mais c'est que le problème continue. Et donc, dans certains cas, on est obligé d'aller plus loin. On est obligé de faire une opération où on va couper ce ligament annulaire antérieur du carpe, le soulever, un peu comme un pont-levis, pour que le nerf puisse respirer. C'est pas une opération grave, il y a plusieurs techniques opératoires, des incisions qui sont plus ou moins dissimulées. C'est une excellente opération, 95% de bons et très bons résultats. Quelques complications, mais j'en parlerai plus tard. Alors, deuxième symptôme, deuxième cause de ces douleurs à la main, vous nous parlez du doigt à ressaut, appelé également le doigt à ressort. C'est une affection très fréquente qui se traduit, alors là, c'est une gêne assez douloureuse au niveau de la paume. Quand on essaye de fléchir le doigt, on dit que c'est souvent les femmes d'âge moyen qui sont victimes de ce doigt à ressaut. Oui, c'est exact, Nicolas. Ça arrive là aussi très progressivement
progressivement une petite gêne le matin, à plier les doigts, et puis ensuite, quelque chose de désagréable, le doigt se bloque, il est en flexion, ça peut être le pouce ou les autres doigts. Au début, on essaye de le débloquer, on entend un petit clic-clac, et puis il y a un petit gonflement qui se manifeste, on s'inquiète pas trop, et après ça recommence, et après le blocage est tellement important qu'on se dit je vais pas rester comme ça, et donc on va consulter. Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Parce que les tendons qui font bouger les doigts peuvent aussi être le siège d'inflammation. Et donc ils vont gonfler, ils vont faire une petite boule. Et cette petite boule, elle va passer au travers d'une gaine digitale, d'une espèce de poulie, et il va se bloquer dans la position où il est arrivé de l'autre côté, il peut plus revenir à sa place. Et donc le doigt reste dans cette position de plicature forcée. Ça arrive chez les hommes, ça arrive chez les femmes, surtout chez les femmes. C'est très gênant quand on est musicien, pianiste, ou qu'on doit servir de sa main. Et c'est aussi une correspondance avec un syndrome rhumatologique général, parce que il y a beaucoup de nos concitoyens ont de façon génétique une maladie rhumatismale qui évolue au niveau des extrémités, mais il n'y a pas à paniquer, ça se traite très très bien. Comment est-ce qu'on traite? C'est quoi? Le repos, l'infiltration? Non, le repos et les attelles, il faut oublier, parce que la main c'est fait pour bouger. Immobiliser une main, c'est un contresens absolu. Donc pas le repos déjà. Donc, non, le problème c'est qu'il faut guérir ce qui cause cette affection, qui est le gonflement du tendon. Et donc là aussi, dans un premier temps, on fait des injections qui en général sont efficaces. Il y a pas, dans mon expérience, j'opérais énormément ces patients quand j'étais plus jeune, parce qu'opérer c'est un grand plaisir, ça le reste. Mais maintenant, je pense qu'il est intéressant de faire des infiltrations très ciblées. Elles sont pas si faciles, c'est pas les médecins généralistes qui le font, ce sont des rhumatologues ou des chirurgiens de la main. Et puis si l'infiltration ne marche pas de façon définitive, on doit opérer là aussi. C'est une petite opération qui n'est pas grave, très minutieuse, et qui consiste à soulever la bandelette qui comprime le tendon pour donner un peu de jeu, et cela guérit en général le problème, mais il y a toujours un petit mais, ça peut revenir sur d'autres doigts. D'accord. Alors vous nous parlez également de cette arthrose à la base du pouce qui s'appelle la rhizarthrose, du grec ancien rhiza, R-H-I-Z-A, la racine. Et là, alors, est-ce que c'est grave, cette arthrose du pouce? Non, Nicolas, c'est pas grave, mais là aussi, cela participe d'une maladie rhumatologique au niveau des mains, et c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont expérimenté et qui continuent d'expérimenter. Elles voient avec un peu d'étonnement d'abord un phénomène inesthétique. C'est-à-dire qu'elle constate qu'il y a une bosse à la partie extérieure au niveau du pouce, un peu comme d'un hallux valgus. On dit tiens, j'ai une déformation. Et puis après, il y a des douleurs quand on bouge le pouce, qui a du mal à saisir les objets, et puis ces douleurs continuent de s'aggraver, elles peuvent survenir la nuit, être permanentes, et donc en général, les patientes consultent, elles vont voir un médecin généraliste qui va faire des radios. Et c'est sur les radiographies que l'on constate que la cause de cette affection curieuse, et là aussi un peu génétique, c'est un os qui s'appelle le trapèze. Alors pourquoi on l'appelle le trapèze? Il est plein de facettes. Et ces facettes permettent au premier métacarpien du pouce, c'est l'os central du pouce qui est caché dans la main, eh bien, ils permettent à cet os de tourner, de se fléchir, de se relever. Donc il y a plein de facettes. Et là, cette maladie arthrosique est une maladie en compression. C'est un peu comme si des wagons se tamponnaient. Donc les os se rapprochent les uns des autres et les cartilages articulaires souffrent. Ils se couvrent d'une sorte de rouille, comme du tartre, il y a des petites excroissances osseuses, et elles frottent les unes contre les autres, et c'est ça qui provoque la douleur. Et donc cette maladie arthrosique en compression, elle est très difficile à traiter, si ce n'est d'une part par des infiltrations que l'on peut faire au début, parce que les infiltrations vont diminuer la douleur, mais à un moment donné, comme il y a un tassement de ces os, eh bien, il faut faire comme pour une dent de sagesse. Alors, on enlève le trapèze, on fait ce qu'on appelle une trapézectomie. Il y a beaucoup de techniques différentes, trapézectomie totale ou partielle. Les chirurgiens de la main ont chacun leur petit hobby, leur façon de faire. Personnellement, je trouve que la trapézectomie simple, c'est la meilleure opération, mais il y a des collègues qui mettent en place des implants, qui sont comme des petites prothèses qui permettent à l'os de tourner, de coulisser, mais avec le temps, ces implants peuvent s'infecter ou se luxer. Et donc la trapézectomie, pour moi, est une excellente opération que je recommande. Vous dites que c'est le geste qui permet effectivement d'arriver à libérer le tendon et qu'il faut continuer de faire bouger, mais j'ai lu quelque part que tous les gestes n'étaient pas bons, et notamment pour cette rhizarthrose, la pratique du tricot.
un geste répétitif. Est-ce que vous confirmez? Non, je trouve que parmi les grandes gênes et les grandes précautions que l'on peut conseiller aujourd'hui, c'est par exemple pour les personnes qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur, c'est de ne pas travailler les mains relevées. Il faut travailler les mains dans l'axe de l'avant-bras, parce qu'en relevant les mains, en le dos bien droit, les mains relevées, pas trop dans l'axe. Voilà, de façon à ne pas favoriser la survenue d'un canal carpien notamment. Mais au niveau de l'affection du trapèze ou des doigts arceaux, malheureusement c'est une affection génétique et il n'y a pas vraiment de précaution particulière. Si ça doit arriver, ça arrive. Vivez votre vie heureux et normal. On a parfois, Vladimir, des complications, des interventions chirurgicales, en particulier une complication qui est ennuyeuse pour les patientes parce qu'elle est très très douloureuse et puis qui peut poser problème pour les kinés qui la voient parce que on demande à la patiente de mobiliser et en fait on aggrave les symptômes. Je parle de l'algodystrophie. Alors l'algodystrophie, c'est la grosse complication en matière de chirurgie de la main. C'est un événement catastrophique, un nuage noir dans le ciel bleu. On ne sait pas très bien pourquoi cela survient. Mon patron, qui s'appelait Raymond Villain, disait que la main est le parking des angoisses. C'est-à-dire que quand on a un problème de stress ou d'angoisse, il va tomber au niveau de la main et il suffit d'avoir une petite plaie, une petite coupure de rien du tout, ou une opération. Eh bien, toute l'angoisse qu'on a traversée avant cette intervention va s'amplifier, créer un gros nuage noir et va entraîner des douleurs. Donc la main va gonfler, le doigt va gonfler, il va devenir violacé, il va suer un petit peu plus. Dès qu'on le bouge, il va entraîner des douleurs atroces. C'est cela l'algodystrophie. Algodystrophie, une douleur et aussi une dystrophie, parce que quand on fait des radiographies, on voit que l'os se vide, il se blanchit un tout petit peu, il se décalcifie. Donc quelque chose qui est très curieux, qui est vraiment un démonstratif du rapport très étroit qu'il y a entre notre psyché et nos mains. Alors le traitement de l'algodystrophie, là aussi, il dépend beaucoup des médecins ou des chirurgiens. La part importante, ce sont les kinésithérapeutes qui sont amenés à voir ces patients parce qu'ils font un travail à long terme. On ne peut pas guérir une algodystrophie ni avec une infiltration, ni avec une opération. C'est un véritable travail d'écoute, de psychothérapie et puis aussi de progressive remise en jeu des articulations qui sont concernées par cette algodystrophie. Eh bien merci, docteur Vladimir Mitz. Un petit mot de réaction peut-être, Marc, oui, là-dessus. Vous avez constaté, vous aussi, que les algodystrophies arrivaient souvent sur des accidents Oui, il y a cette survenue d'accidents, il y a ce terrain psycho-anxiogène qui est souvent... On parlait Vladimir, qui est souvent qui est présent quasiment à tous les coups. Ce qu'il faut juste... voilà. L'algodystrophie, elle survient, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des gens qui ont des terrains plus ou moins propices à cela. Il faut juste que les gens comprennent, leur faire comprendre aux gens que, ok, ils ont un début d'algodystrophie, mais c'est pas grave. Voilà, ils vont récupérer et il faut couper ce caractère anxiogène. Voilà, il faut leur dire, écoutez, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Voilà, ça va prendre du temps, mais il faut l'accepter. Si vous l'acceptez pas, de toute façon, ça va être long. Déjà, ça va être long, mais alors si vous l'acceptez pas, ça va être encore pire. Il n'y aura pas de remède miracle. Il faut surtout respecter la douleur parce que plus vous allez vouloir essayer de gagner du temps, plus à la fin vous allez en perdre. Et puis on va y arriver. Et voilà, il faut qu'il y ait un bon accompagnement médical, puisqu'en fait ça sert à rien d'avoir mal. Il faut essayer d'éduquer les gens à ne pas se faire mal. Et puis petit à petit on va y arriver. On récupère quasiment tout le temps une algodystrophie dans un délai qui peut aller jusqu'à 2-3 ans. Mais on peut récupérer. Voilà, il faut juste plus la personne acceptera cette fatalité, et mieux ça va se passer de toute façon. Et on passe en transition à notre dernière séquence, la vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Dans cette vie derrière soi, en musique, nous nous intéressons aujourd'hui à une personnalité du monde médical. Né à Londres, musique anglaise, en 1755, et qui contrairement... Allez-y mon cher Serge, vous pouvez envoyer la musique anglaise, et qui contrairement à notre docteur invité du jour, aurait aimé voir les gens, les patients, ces malades bouger un peu moins. Mais ici, point d'incidence avec la sédentarité, c'est la neurologie qui est incriminée. Nous parlons aujourd'hui de celui qui a donné son nom à une maladie neurodégénérative, un certain James Parkinson.
Savoir comment il a vécu, comment il est mort, après avoir posé son regard et marqué l'histoire de la neurologie pour avoir décrit avec précision en 1817 une affection jusqu'alors méconnue, paralysis agitans. Fils d'apothicaire et de chirurgien, il devient lui-même chirurgien en 1784. Mais pas que. À l'instar de nos deux médecins présents dans le studio, Parkinson fait partie de cette guilde des docteurs ne s'intéressant pas qu'à la pratique de leur propre discipline. Le docteur Vladimir Mitz, passionné d'art, discipline qu'il pratique à côté de celle de chirurgien. Le docteur Serge Rafal ne se contente pas d'avoir une connaissance holistique et monomaniaque de la médecine. Il exerce sa curiosité dans les domaines divers de l'opéra, du cinéma et du théâtre, où sa palette de spectateurs le conduit à voyager de Tchekhov à Pirandello en passant par Thomas Bernard. On l'aurait même vu récemment à la dernière pièce d'Elise Moon. Preuve qu'il n'est pas ennemi de l'humour, la meilleure des médecines. Parkinson, même combat. Ardent défenseur des milieux défavorisés, impliqué dans moult luttes sociales, certains historiens pensent qu'il a probablement été un partisan ardent de la Révolution française. De là à affirmer qu'il a été favorable à la guillotine parce que chirurgien, faut peut-être pas pousser Mamie in the Ortiz. Le suffrage universel le fait siéger à la Chambre des communes. Membre de la Société londonienne pour la réforme de la représentation parlementaire, imaginez-le aujourd'hui dans notre Assemblée nationale au milieu de LFI, il est même interrogé comme témoin au sujet d'un complot visant à assassiner le roi Georges III en 1794, un an après Louis XVI. God save pas vraiment the King. Finalement, aucune accusation ne sera retenue contre lui, mais il ne publiera plus aucun écrit politique à compter de 1795. Il se concentre totalement sur la médecine. Il publie un traité sur la goutte en 1805, la péritonite, et en 1817, il est donc le premier à publier une description détaillée de 6 patients présentant les symptômes de cette maladie qui portera son nom, sans presque jamais ne les avoir examinés, sauf un. Les autres, il se contente de les regarder lors de promenades dans la rue. Ce sera le médecin français Jean-Martin Charcot qui proposa pour cette affection le terme maladie de Parkinson plus de 60 ans après. Mais voilà, concomitamment à cette découverte, et même antérieurement, il se passionne également pour les fossiles, pour la géologie, la paléontologie, la science des fossiles qui permet de décrire l'évolution du monde vivant, l'extinction et l'apparition de certaines espèces. L'intérêt de James Parkinson s'est progressivement détourné de la médecine au profit de la nature. Les pierres, maybe, étaient moins fatigantes à observer que les hommes. Elles bougent moins et ne tremblent, pour ainsi dire, jamais. Il sera un créationniste, convaincu que la création et l'extinction des espèces étaient des événements guidés par la main de Dieu. Il mourra à 69 ans d'un AVC. On continuera bien sûr de travailler sur la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative, qui provoque des troubles progressifs d'ordre moteur, cognitif et comportementaux. Tremblements, akinésie. Le malade avance à petits pas, les pieds collés au sol, les bras immobiles, ne se balançant plus, le dos courbé en avant, le cou raide. Le visage également est touché avec des traits figés, peu expressifs, un regard fixe et la parole rare, mal articulée et monotone. C'est le second trouble neurodégénératif le plus fréquent après la maladie... Ah mince, je me souviens plus du nom. Alzheimer, c'est ça. Les causes de la maladie sont encore mal connues, facteurs génétiques, environnementaux. La maladie débute habituellement entre 45 et 70 ans et 1% des plus de 60 ans en sont atteints. Alors on parle du café qui pourrait avoir un rôle protecteur, du régime méditerranéen, des oméga 3, des poivrons, aubergines, des polyphénols, les myrtilles, les cerises, mais pas dans le milkshake trop secoué. Nature, c'est meilleur. Je passe sur les agriculteurs, au premier rang desquels qui ont utilisé le Roundup, Paul François, le céréalier de Charente, Bayer Monsanto, 11 000 € quand même à la fin, effectivement, pour une vie empoisonnée. Citer quelques personnalités très connues qui ont été atteintes, l'acteur Michael J. Fox, Mohamed Ali, peut-être, Paul Bocuse, probablement Adolf Hitler, victime de secousses dans le bras, le général Franco, fait pas bon être dictateur quand même par rapport à cette maladie, et François Cavana.
C'était ainsi, Serge Rafal, voilà la maladie 60 ans après de Charcot, de la maladie de Parkinson. Bon, on se quitte sur une note qui est pas très heureuse, mais voilà, c'est la fin de notre émission. Réfoy, vous voulez dire un mot de conclusion ? Non, je dirais que les progrès sont à venir. On commence à connaître, à comprendre cette maladie qui est liée à la destruction de certains neurones du cerveau qui fabriquent de la dopamine et l'accumulation de la protéique. Et on représente à nouveau pour la dernière fois le livre de Marc Michnowski, Soignez-vous en pratiquant le yoga. Merci Marc d'avoir été avec nous pour ce Réfoy. Avec plaisir, merci à vous. Et on retrouve l'émission de Cyrielle, la rediffusion à 22h. Merci à Serge et à Lone en régie. À bientôt. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.